Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Questions aux sénateurs. On est en direct sur Acropolis et sur publicsénat.fr pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous recevons Annick Billon. Bonjour Annick Billon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. On est content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous vous sentez bien, à l'aise, tout va bien ? Je suis bien assise, tout va bien. Eh bien super, on va passer une heure ensemble Annick Billon. On va apprendre à vous connaître, apprendre à voir avec vous quel est votre travail, quels sont les combats politiques que vous menez actuellement au Sénat, apprendre aussi un peu votre parcours et votre vision sur les grands sujets d'actualité. Donc voilà, ce sont les internautes, c'est vous qui posez les questions que je pose à Annick Billon, c'est vous qui me les avez posées sur Twitter quand je vous les ai demandées en amont ces dernières 24 heures, mais vous nous les posez aussi dans le chat en direct. Vous voyez, le chat, il est avec nous ici, on l'a devant nous aussi, et donc on va pouvoir prendre vos questions, apprendre à rien du tout, mais en fait se rencontrer, discuter avec vous et avec Annick Billon. Voilà, c'est pas vraiment une émission de télévision, on est plus en mode détendu, comme si c'était un apéro, et on va juste apprendre à se connaître. Sans l'apéro. Sans l'apéro, je suis désolé, c'est sans alcool, ouais. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à partager ce live, que ce soit le live d'Acropolis ou de la page Public Sénat, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux et ça fait plaisir. Je voudrais qu'on commence par quelques questions d'actualité. Évidemment, l'actualité est très chaude en ce moment. En plus, regardez, j'ai l'objet du scandale. Je suis pas allé le chercher bien loin, c'est dans toutes les voitures de tous les Français depuis plusieurs années. Un gilet jaune. Un gilet jaune. Annick Billon, qu'est-ce que ça vous inspire, un gilet jaune ? Ça m'inspire un mouvement qui est né des citoyens, Bah oui. un mouvement contre, un mouvement pour l'instant qu'on ne maîtrise pas et qui est inquiétant aujourd'hui parce qu'il y a une véritable contestation, et cette contestation, il faut l'entendre, il faut la comprendre, il faut la respecter, il faut apporter des solutions. Quand vous dites on ne le maîtrise pas, c'est qui le on ? Les gilets jaunes, ce sont des citoyens qui ne sont pas abrités derrière un parti politique, derrière une association. C'est un mouvement de citoyens qu'on ne maîtrise pas. Il n'y en a pas véritablement d'interlocuteurs identifiés pour parler aux gilets jaunes. D'accord. Les Gilets jaunes se sont mobilisés du coup effectivement à l'appel des réseaux sociaux. Ouais. C'est un mouvement, comme vous le dites, qui est peu organisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un parti. En même temps, est-ce que c'est pas un peu ça la nouvelle manière de faire de la politique ? On a un président de la République qui a lancé son propre mouvement et qui venait de nulle part. On a un mouvement là de contestation venu de nulle part. Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie ? Emmanuel Macron, qui a été élu c'était un rejet des partis politiques traditionnels. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas auparavant, mais ce n'est pas une nouvelle manière de faire de la politique. Aujourd'hui, faire de la politique, pour le gouvernement, pour le président Emmanuel Macron, c'est aussi entendre les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont les associations, ce sont les syndicats, mais c'est aussi le débat parlementaire. Il faut qu'il entende le débat parlementaire au Sénat, à l'Assemblée nationale. Le Sénat existe, est force de proposition, il doit être respecté et il doit être entendu également. C'est intéressant que vous parliez de corps intermédiaires et de parlement à l'occasion des Gilets jaunes, puisque je crois que l'une de leurs revendications, c'est la nomination d'une assemblée citoyenne. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi contre les sénateurs, simplement ? Mais l'assemblée citoyenne, elle existe déjà. L'Assemblée nationale, elle a bien été élue par les citoyens. Donc aujourd'hui, nous avons des institutions. Il faut que ces institutions, elles fonctionnent. L'Assemblée nationale est élue par les citoyens. Elle doit faire son travail. Et le Sénat doit faire son travail aussi dans ce cadre du Parlement. Les institutions existent. Elles sont peut-être contestées, contestables pour certains, mais je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie parce que peu de personnes savent réellement ce qu'est le travail du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est un des buts de cette émission, c'est effectivement d'apprendre à comprendre directement de votre bouche à quoi ça sert le Sénat et comment fonctionner. Mais quand même, il y a un problème de confiance. La confiance est rompue entre le Emmanuel Macron disait même « Je n'ai pas réussi à réconcilier les élites avec le peuple ». Le problème d'Emmanuel Macron, du président aujourd'hui, c'est qu'il a souhaité instaurer un dialogue avec les citoyens directement. Or, aujourd'hui, le dialogue est rompu. C'est pas le premier à faire ça. Oui, mais il n'y a pas les amortisseurs de la démocratie qui fonctionnent, qui devraient être les syndicats, les associations, le Parlement. Aujourd'hui, il est en dialogue direct. Aujourd'hui, le dialogue est rompu et les gens sont dans la rue. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est intéressant, vous pensez que c'est parce qu'Emmanuel Macron a voulu parler directement aux gens que les gens ont décidé de lui répondre directement, sans passer par les corps intermédiaires ? Pour moi, aujourd'hui, il y a une très forte majorité à l'Assemblée nationale du parti La République En Marche. Ouais. Le Sénat n'est pas, on va dire, un endroit où la majorité sénatoriale, c'est la droite et le centre. Le Sénat doit être entendu et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il a souhaité avoir ce dialogue direct. Le dialogue est rompu. Comment le rétablir ? C'est une véritable question et je n'ai pas la réponse aujourd'hui.
Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. On est toujours en direct avec Annick Billon. On commence à parler évidemment de l'actualité la plus chaude sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes sénatrice de Vendée depuis 2014 ? Oui. Est-ce que vous, sur le terrain, vous les avez rencontrés, ces Gilets jaunes ? Parce qu'on en a vu s'en prendre à des députés de manière assez violente. Alors, vertement en tout cas. Je ne les ai pas rencontrés à ma permanence de manière officielle. Je les ai rencontrés sur les barrages, mais je n'ai pas souhaité me présenter. Je passais des barrages pour aller d'un endroit à un autre. Je n'ai pas souhaité me présenter parce que je crois que vous n'avez pas baissé la fenêtre pour leur dire je suis sénatrice ? Pas forcément. La seule chose, c'est que c'est un mouvement citoyen. Je pense qu'il ne doit pas être récupéré par les partis politiques. Et ce mouvement, c'est une discussion qu'il y a avec le gouvernement, avec le président. Il faut réussir à rétablir le lien de la discussion. Mais alors comment on le fait dans un monde idéal, ce lien ? Puisque du coup, si c'est un mouvement qui ne doit pas être reçu par les partis politiques, mais que les partis politiques sont quand même légitimes à avoir des représentants dans les chambres parlementaires, écoutez, comment est-ce qu'on fait pour fonctionner avec les Gilets jaunes ? Comment est-ce qu'on dialogue avec eux ? Les députés du département de la Vendée disaient « on vous a entendu ». Alors, ils écoutent, il faut entendre, il faut écouter, et il faut après prendre des décisions, et il faut que les gens se sentent écoutés. Aujourd'hui, il y a un rejet de la politique, peut-être un problème de pédagogie aussi, parce que lorsque on voit des taxes qui augmentent, eh bien, la transition énergétique, la transition écologique, elle n'est pas acceptable pour une majorité de Français, parce qu'ils s'estiment qu'ils payent sans pouvoir, eux, agir sur leurs revenus, sur les moyens de se chauffer, les moyens de rouler. Et il y a une véritable fracture entre les gens qui sont obligés de prendre leur voiture et qui n'ont pas d'autres moyens de mobilité pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour aller chez le médecin. C'est une problématique aujourd'hui. Alors du coup, comment est-ce qu'on leur répond ? Le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Macron, notamment le président de la République, a proposé hier un certain nombre de dispositifs, notamment une taxation flottante pour que les automobilistes subissent moins les fluctuations du cours du pétrole. C'est une bonne idée ? Écoutez, dans quelle direction est-ce qu'il faut aller ? Nous, on proposait un moratoire sur les taxes des carburants. Alors ça veut dire quoi un moratoire ? Il faut arrêter les augmentations. Aujourd'hui, les taxes ne sont pas comprises. Les taxes, elles sont payées par une partie de la population, 2/3 du prix des carburants à la pompe, ce sont les taxes. Donc il y a un véritable problème et on ne peut pas, les Français rejettent cette politique d'augmentation de taxes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer aux Français qu'on va augmenter les taxes pour plus de transition énergétique, alors qu'on sait très bien que la majorité des taxes qui ont été prélevées ces dernières années ont servi à alimenter le budget général de l'État. Donc, si on fléchait un peu mieux les taxes sur le carburant, par exemple, vers la transition énergétique, ça pourrait être une solution dans la pédagogie que vous appelez de vos voeux ? Il faut plus d'explications, il faut une vraie transition énergétique et une vraie explication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va vous donner un chèque de 200 €. Ce n'est pas avec 200 € que les Français vont pouvoir acheter une voiture électrique quand on connaît le prix de la voiture électrique. C'est un peu plus que 200 €, je crois, pour changer de véhicule. Mais... Changer de chaudière. Donc aujourd'hui, le chèque de 200 € n'est pas le chèque énergie n'est pas une réponse à la contestation des Français. Payer autant de taxes et impôts pour un service public aussi pauvre, déserts médicaux, hôpitaux, éducation, en panne, etc. C'est Sayan qui vous dit ça. La pédagogie, elle a du mal à passer. Hein. On a un système quand même de protection sociale en France qui est important. De moins en moins. De moins en moins, il existe, mais aujourd'hui on voit bien que les salaires n'augmentent pas et les Français ont ce sentiment et ils payent de plus en plus cher un maximum de services. Donc c'est la difficulté aujourd'hui dans laquelle se trouve le gouvernement. D'accord. Cette difficulté, le gouvernement, apparemment, il n'est pas au bout de ses peines, puisque les Gilets jaunes appellent à se mobiliser le week-end prochain, à nouveau, pour une 3e journée d'action. Enfin, les Gilets jaunes, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, certains animateurs de ce mouvement. Vous les soutenez ? Vous manifesterez avec eux ? Non, je n'ai pas l'intention de manifester avec les Gilets jaunes, même si je comprends les demandes et une partie des demandes, parce qu'il faut dire aussi que depuis lundi, une partie des demandes, c'est la suppression du Sénat. Dans une partie des demandes qui... Et pourquoi pas ? On va en parler, mais... non, mais pourquoi pas ? Donc, cette assemblée citoyenne, c'est une bonne idée ? Mais l'Assemblée citoyenne, elle existe à l'Assemblée nationale, sauf qu'on se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans une situation inédite où il y a une majorité écrasante
avec La République En Marche. Donc Il y a évidemment, déjà des majorités écrasantes avant. oui, mais Les socialistes, c'est l'UMP. d'autant plus prononcé quand même. C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est à la botte, si je puis me permettre, totale du président de la République. Heureusement que le Sénat existe pour faire ce contre-pouvoir. Et alors, comment il le fait, ce contre-pouvoir? Qu'est-ce que vous faites en tant que sénatrice pour... Comme vous le savez, il y a des projets de loi qui émanent du gouvernement, il y a des propositions de loi qui émanent des assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous sommes force de proposition et la discussion se fait, ça fait la navette entre les deux assemblées et des amendements sont proposés et des modifications au texte de loi. Alors si on prend un exemple en ce moment, vous me disiez tout à l'heure avant le studio qu'en ce moment vous bossez sur le budget, chaque automne c'est pareil, les parlementaires travaillent sur le projet de budget pour l'an prochain. Oui. Qu'est-ce que vous faites en ce moment au Sénat pour justement limiter la taxation sur les Français? Il y a le blocage notamment sur les taxes sur les carburants. C'est un amendement qui est passé. C'est le sujet du moment, oui. Qui est un amendement qui est passé au Sénat. Donc aujourd'hui, on travaille sur tous les budgets, sauf que vous en avez parlé. Il y a la désertification médicale notamment, où il y a le budget de la santé qui a été adopté récemment. Il faut se donner les moyens dans les territoires d'avoir une véritable couverture en termes d'offres médicales dans tous les départements, dans toutes les villes et villages de France. C'est une véritable difficulté. Il y a plusieurs réactions sur le chat. Aileen qui dit que le mouvement est soutenu par 84% des Français. C'est une source France Info. Ne faut-il pas céder face à une volonté si majoritaire? C'est un peu ce que vous disiez quand vous disiez que le gouvernement doit entendre. Le gouvernement doit entendre, doit être force de proposition, mais j'ai peur que le lien ait été rompu dans cette discussion qu'il y a eu directe entre le président et les citoyens. Donc aujourd'hui, comment va-t-il réussir à rétablir le lien? Je ne sais pas. Il y a une proposition de Sorbiot qui dit faut-il dissoudre l'Assemblée nationale et refaire des élections? Je ne suis pas favorable. Je pense que nous avons des institutions qui sont solides. Elles l'ont prouvé par le passé, elles vont le prouver là. Il faut juste que le président de la République et le gouvernement entendent le débat parlementaire, entendent les citoyens qui protestent. D'accord. Entendre voulant dire, selon vous, prendre les décisions qui s'imposent. Parce que, voilà, Aileen vous dit entendre, je dis pas entendre, je dis céder. Céder aux Gilets jaunes, c'est... Mais céder aux Gilets jaunes, c'est supprimer le Sénat, par exemple. Donc non, je ne pense pas qu'il faille supprimer le Sénat. Donc aujourd'hui, il doit y avoir des propositions qui soient compréhensibles des Français pour pouvoir avoir une acceptation de la situation et une acceptation de la politique que le président Emmanuel Macron souhaite mener. Alors on parlait tout à l'heure du rapport compliqué entre le président de la République, le gouvernement et le Sénat notamment. Récemment, il y a une anecdote, quelque chose qui s'est passé en séance au Sénat, une suspension de séance suite à un tweet du ministre du Budget. Vous pouvez nous en parler de cette anecdote? Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en séance à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a depuis plusieurs mois et plusieurs années, les élus sont fortement attaqués dans leurs fonctions, une remise en question de l'efficacité et de la position des élus. Le Sénat a adopté une mesure la semaine dernière, vendredi après-midi, pour revenir, parce qu'il faut savoir quand même que dans les communes, une majorité des élus, ce sont des bénévoles ou des maires dans les petites communes qui ont des indemnités. On n'imagine pas qu'ils font cela pour un salaire, parce que ce serait véritablement un salaire de misère, ou un salaire qui leur demande parfois une indemnité de passer beaucoup de temps dans la commune, la nuit, le jour, répondre. Dans les petites communes, il n'y a pas suffisamment de services. Et il avait été adopté une mesure qui imposait de manière beaucoup plus forte, pour parler simple, les indemnités touchées par ces petits maires. L'objectif du Sénat était de rétablir de revenir sur cette injustice. C'était plus d'impôts pour les élus locaux. Tout à fait. Et le Sénat a dit non. Le Sénat souhaitait revenir à une situation antérieure. Ce n'était absolument pas pour donner plus d'indemnités aux maires, c'était juste pour revenir à une situation antérieure de 2017. Donc le ministre Gérald Darmanin a commenté en direct quasiment, alors qu'il n'était pas en séance, cette décision. Et là, je vous le redis, c'est un manque de respect du débat parlementaire. Alors effectivement, donc le ministre qui n'était pas avec vous au Sénat a tweeté en disant qu'il était contre ce vote du Sénat et donc ça a provoqué une bronca dans le Sénat qui a même suspendu la séance. Mais je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il faut que le gouvernement respecte les corps intermédiaires et le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat font partie
pour moi, de ces corps intermédiaires. Il y a des institutions, nous sommes en train, lorsque nous débattons, de produire la loi, laissons les sénateurs, les députés débattre, et les institutions feront le travail après, de navette. Donc aujourd'hui, comment imaginer qu'on puisse faire de la politique par tweet interposé? Je trouve ça franchement déplacé. Après, il y a la séance a été levée. Rassurez-vous, les sénateurs ont repris très rapidement le chemin du travail. D'accord. Sur la représentation des élus, effectivement, il y a Microski qui nous dit que vous devez gagner beaucoup plus que la majorité des Français. Comment est-ce que vous pouvez les représenter? C'est aussi ça le questionnement sur le rôle des corps intermédiaires. Comment on peut représenter? Quand on est sénateur et qu'on touche des indemnités... Moi, je représente les territoires au Sénat. D'accord. Nous sommes les représentants des territoires. Nous avons été élus par les maires, les adjoints, donc des élus. Oui, nous avons été élus par des élus. Mais sachez quand même que j'étais pendant 18 ans élue par des citoyens dans une commune qui s'appelle le Château d'Olonne en Vendée. J'allais justement parler de votre parcours, Annick Billon, pour qu'on apprenne un peu à vous connaître. Vous êtes élue sénatrice depuis 2014, comme je le disais, mais bien avant, vous avez quand même fait un bout de chemin en tant qu'élue locale. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire? Comment vous en êtes venue à devenir sénatrice? Alors déjà, j'ai travaillé avant. J'ai eu On en parlera, vous avez été cadre commercial chez Kodak. Chez Kodak, mais ça ne dira pas aux jeunes s'ils suivent à la télé. Kodak, il y a beaucoup vous vous souvenez, les jeunes, c'était les appareils photo. Clic-clac Kodak, voilà. Clic-clac Kodak. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans. Je me suis arrêtée parce que j'avais un secteur géographique qui était large, très large. J'avais 3 enfants, donc j'ai décidé de m'arrêter. C'est pas mon départ qui a provoqué la chute de Kodak au niveau des pellicules argentiques, je vous rassure. Et à ce moment-là, il y a eu une loi, la loi sur la parité. Et le maire du Château d'Olonne est venu me chercher pour faire une liste paritaire aux élections, puisqu'il était désormais contraint en 2000 de faire une liste paritaire. C'est intéressant, ça c'est une contrainte qui vous a permis de devenir élue sénatrice. C'est grâce à la loi sur la parité. Je suis rentrée dans une commune il y a 18 ans. Il fallait une femme. Il fallait des femmes, il fallait une liste paritaire. Tout à fait. D'accord. Et donc vous avez été élue donc, sur cette liste à la mairie d'abord. Tout à fait. Adjointe à l'urbanisme, puisqu'il n'y avait plus que cette compétence. Donc, de disponible. Donc, je me suis concentrée sur l'urbanisme, c'est-à-dire les permis de construire, les autorisations diverses et variées d'urbanisme. Donc, je me suis beaucoup formée pour acquérir les compétences. D'accord. Et vous avez continué votre bonhomme de chemin politique, du coup? Vous avez... Donc, je suis toujours conseillère municipale au Château d'Olonne, mais je ne cumule évidemment plus, puisque c'est interdit par la loi. Je suis devenue conseillère municipale, donc j'ai été adjointe à l'urbanisme pendant un certain nombre d'années, vice-présidente à l'accessibilité au niveau de l'intercommunalité, donc en charge de la mise en accessibilité de tout ce qui était voirie, espace public, bâtiments recevant du public, et également j'ai siégé en tant que vice-présidente dans le syndicat qui gérait la gestion des déchets. Des déchets, sujet ô combien important. Voilà. Et vous l'avez fait pendant combien de temps? Le traitement, oui. Pendant combien de temps vous avez siégé Écoutez, j'ai été élue en 2000. Jusqu'à il y a peu de temps, je cumulais certaines fonctions, effectivement. Donc j'ai été plusieurs années adjointe et vice-présidente à des compétences diverses. Vous l'avez dit, vous avez été cadre commercial pour une entreprise et sur Twitter, Mojo voulait vous parler de risque de conflit d'intérêts. Et il vous demande, au vu de votre ancien statut de cadre commercial, quelle est votre position sur les conflits d'intérêts qui peuvent exister parmi les élus? Alors moi, je ne me sens pas du tout concernée par un quelconque conflit d'intérêts, puisque je ne travaille pas, je ne préside aucune association diverse et variée. Et la seule chose que je peux cumuler, c'est que je suis sénatrice et maman de 3 enfants. Voilà. D'accord. Il y a une question intéressante de Kaylan qui dit « Je me pose la question au sujet des sénateurs. Ils doivent gagner un salaire conséquent, mais si on les paye un SMIC, ils deviendront super faciles à soudoyer par les lobbies. » C'est un vrai sujet de réflexion. Ce midi, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien questeur, le questeur et le comptable. Il y a 3 questeurs au Sénat. Jean-Léonce Dupont, pour lequel on avait eu beaucoup d'échanges sur ce sujet, parce qu'il faut savoir que les sénateurs ont une indemnité, comme une partie des élus en France, mais moins vous allez payer ou rémunérer le travail des élus, plus les élus sont corruptibles. Quand même.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, plus on les paye, moins ils sont corruptibles? Ben, je l'espère, mais je ne sais pas. Je ne me sens pas concernée par Si cette vous demandez, question si vous non plus. demandez une augmentation de salaire, c'est le moment, il y a une réforme des Je ne me institutions. sens pas du tout concernée par cette question. D'accord. Une autre question de Nibal qui vous demande, vous êtes la première sénatrice de Vendée, est-ce que vous serez la première femme maire de la nouvelle commune, les Sables d'Olonne? Ben, écoutez, alors le premier maire de la nouvelle commune, c'est une question très simple et très locale qui va peut-être moins intéresser les internautes. Le premier maire de la grande commune va être élu le 2 janvier 2019 et je ne me présente pas, donc je ne serai pas la première femme élue maire de cette grande commune. D'accord. Vous soutenez quelqu'un? Non. Non. Bon, très bien. Pour la paix au pays des Olonnes. D'accord. C'est quand même une question intéressante de l'après. Après le Sénat, est-ce que vous avez des ambitions professionnelles, personnelles ou même l'envie de continuer d'un nouveau mandat? Vous avez déjà réfléchi à l'après? Déjà, 6 mois avant les élections au Sénat, je ne savais pas que j'étais candidate, que j'allais être candidate. Je n'avais pas ce plan de carrière en tête. Donc aujourd'hui, ma mission me satisfait pleinement, vraiment. Je suis vraiment heureuse de mener ces missions à la fois à la tête de la délégation aux droits des femmes et au Sénat, et en Vendée, puisque le sénateur est le représentant du territoire du département de la Vendée. Si je peux poursuivre un second mandat de sénatrice, je poursuivrai. On verra chaque chose en son temps. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu de votre activité au Sénat. Vous l'avez dit, vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes. On en parlera après. J'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées sur ce sujet-là. C'est un sujet aussi d'actualité. Mais avant ça, sur le fonctionnement même du Sénat, il y a Kylian qui vous demande si l'Assemblée nationale est vraiment représentative. Ne pensez-vous pas que le mode de scrutin est mauvais? Est-ce qu'il y a un meilleur mode de scrutin du côté du Sénat que du côté de l'Assemblée nationale? On a 2 assemblées différentes, sauf qu'aujourd'hui on a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Est-elle représentative? C'est pas à moi. Les Français l'ont élue. Donc je respecte les députés qui ont été élus. Les sénateurs ont été élus. Ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Donc on a 2 assemblées différentes et qui se complètent finalement. Puisque on a une assemblée élue par les territoires qui défend et qui porte la voix des territoires et une assemblée élue par les citoyens. Il y a une réforme des institutions qui est prévue à partir de janvier prochain. En tout cas, les travaux reprennent à partir de janvier prochain. Est-ce que ça pourrait être l'occasion, selon vous, de faire évoluer le Sénat? Il y a notamment la réduction du nombre de sénateurs qui est sur la table. Alors, ce qui intéresse en général beaucoup le grand public, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Je ne m'y oppose pas, c'était quasiment au programme de tous les candidats à l'élection présidentielle. Sauf qu'il faut quand même aujourd'hui s'assurer qu'il n'y aura pas un certain nombre de départements avec un seul sénateur. Je vous assure que, en tant que sénatrice de la Vendée, être sénateur, c'est un boulot à plein temps, plus qu'à plein temps. Le questeur ce midi me disait, depuis que je ne suis plus au Sénat, que je préside la région dans laquelle il est, je me suis remis au sport, j'ai tout un tas d'activités, je faisais tant d'heures, j'en fais tant aujourd'hui. Le train de sénateurs, je ne connais pas. Donc oui, il va y avoir une réduction du nombre de sénateurs. Attention à veiller à ce que tous les territoires soient bien représentés. Et attention aussi à ne pas faire chuter le nombre de femmes sénatrices, puisque réduire le nombre de sénateurs, ce sera peut-être aussi passer d'un scrutin de liste dans certains départements à un scrutin uninominal. Et en général, les hommes se présentent avec une femme suppléante. D'accord. Il y a Kitouflou qui vous demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi une majorité écrasante au Sénat? Et si ce n'est pas la majorité du côté du gouvernement, ça reste les Républicains qui sont majoritaires. Il y a une majorité forte des Républicains. Il y a les sénateurs centristes depuis 2017 ont augmenté en numéraire, puisqu'on est passé de 40 et quelques à 51. Donc aujourd'hui, les sénateurs du groupe Union centriste font partie de la majorité sénatoriale, identifiée comme telle, mais on le voit, on peut avoir des positions divergentes sur certains sujets, on les exprime, et c'est tout à fait normal. D'accord. Il y a John Dafox qui voudrait savoir comment s'annonce la réforme constitutionnelle qui a été repoussée en raison de l'affaire Benalla. Voilà, l'été dernier, il y a eu un accident de parcours avec l'affaire Benalla qui a interrompu les travaux. Ça reprend en janvier. Vous pensez que la situation est suffisamment bonne politiquement pour reprendre une discussion pareille? Votre question est tout à fait pertinente parce que est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui d'imaginer passer 4 à 6 mois sur une révision constitutionnelle alors qu'on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, mouvement citoyen, énormément
de problèmes restent à régler aujourd'hui en France. Est-ce que c'est la priorité? Je ne sais pas. Je sais que la révision constitutionnelle faisait partie du programme du président Emmanuel Macron. J'imagine qu'il va la faire. D'accord, on verra bien. Merci en tout cas à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci pour toutes vos questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser. On a déjà beaucoup parlé de l'actualité sur les gilets jaunes, sur la taxation du carburant et sur l'environnement. On a parlé un petit peu de votre rôle de sénatrice. Je voudrais qu'on revienne aussi sur vos convictions. Vous êtes centriste, vous êtes sénatrice au sein du groupe Union Centriste. Votre parti, c'est l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Il y a Constant Marie sur Twitter qui vous demande, est-ce que vous êtes du centre-gauche ou du centre-droit? Plutôt du centre droit. Plutôt du centre droit. Ça veut dire quoi? Eh bien, écoutez, je pense que la majorité sénatoriale, déjà, on se rapproche un peu plus des républicains sur certains sujets, pas tous, que des socialistes, par exemple. Alors du coup, deuxième question de Baptiste, comment se situe votre groupe Union Centriste par rapport à la politique menée par le gouvernement? Est-ce que vous êtes plutôt Macron compatible? Alors moi déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, Macron compatible. J'ai été élue en 2014, j'ai toujours voté, c'est très centriste ça, en fonction de mes convictions, en fonction du territoire que je représente. Donc je vais continuer à le faire. S'il y a des bonnes choses qui sont proposées par Emmanuel Macron, je les voterai, et son gouvernement. S'il y a des choses qui ne me correspondent pas, je ne les voterai pas. Il y a Microspi qui vous demande si, vous parliez du local, est-ce que le référendum d'initiative citoyenne est une solution pour réformer notre système politique? Alors, dans certains pays, la Nouvelle-Zélande par exemple, il y a une consultation citoyenne. Après, les gens s'expriment, on le voit, ça peut être biaisé, ces consultations citoyennes, parce que ça peut être l'occasion pour certains lobbies d'être très puissants, très efficaces auprès des décideurs. Donc, la consultation citoyenne, normalement, nos institutions la prévoient, avec l'élection des deux assemblées. La consultation citoyenne, elle est parfois utile sur des sujets, par exemple, la ville des Sables d'Olonne. Nous avons, au Château d'Olonne, lancé une consultation pour savoir si les gens souhaitaient se marier avec les deux villes voisines. Bon, voilà. C'était une consultation, ce n'était pas un référendum, donc nous n'avions pas, en tant qu'élus, l'obligation de suivre les préconisations, le résultat du vote. Donc, Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet que je ne souhaite absolument pas commenter. Je pense qu'il y a eu une décision, enfin une décision, quelque part. Référendaire. Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, en termes de mobilité, il va y avoir une loi sur la mobilité. Certains territoires sont franchement désavantagés. On n'a pas eu une véritable vision des mobilités en France. Lorsque je vous disais en arrivant tout à l'heure, vous me posiez la question si je rentre en Vendée toutes les semaines. Oui, bien sûr. Et il y a 8 jours, j'ai mis 6 heures. Donc pour ceux qui imaginent que la Vendée, c'est très près, en général, on met 3-4 heures pour retourner en Vendée depuis Paris. Et là, j'ai mis 6 heures. Donc il y a une question de mobilité. Et cette mobilité, c'était peut-être l'aéroport, c'était peut-être de la SGV, mais c'est aussi les transports du quotidien pour lesquels les gens prennent leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants aux activités, à l'école, pour aller chez le médecin. C'est un vrai sujet auquel on doit répondre. Vous me disiez tout à l'heure que vous rentriez en Vendée tous les week-ends. Même avant, oui, en fin de semaine. Oui. En fin de semaine, et donc du coup, vous travaillez de 6h du matin le lundi à 23h le vendredi, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors, si on doit expliquer qu'est-ce que c'est le travail... C'est quoi le travail d'un sénateur? C'est quoi votre semaine type? Donc, sachez que j'ai 2 collaborateurs et demi, vous allez apprécier le et demi. Absolument. J'ai une collaboratrice à mi-temps sur Paris qui est là quand je suis à Paris. J'ai 2 collaborateurs en Vendée, qui fait le travail parlementaire et le travail en Vendée, et une collaboratrice qui tient ma permanence. Aujourd'hui, le travail d'un sénateur, c'est bien entendu de voter la loi, mais c'est aussi d'être au contact des associations, des collectivités, des mairies, des entreprises. Donc, j'organise mon temps le lundi en Vendée, avec les rendez-vous à ma permanence, des visites auprès des maires. Le mardi, mercredi, jeudi, voire comme la semaine dernière, j'étais jusqu'à samedi, j'étais au Sénat. Le vendredi, visite de communes, visite d'entreprise pour remonter les problématiques du terrain. Et le samedi, bien souvent, voire le dimanche, ce sont des représentations dans le département. Et je vous rappelle qu'un député a une circonscription, un sénateur n'a pas de circonscription, et un sénateur est élu pour tout le département. Donc je circule en Vendée tous les week-ends. Et vous faites des kilomètres tous les week-ends, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais j'aime bien rouler. Si j'étais directrice commerciale, c'est que je faisais déjà à l'époque 300 km jour. Donc... 300 km par jour à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, le samedi et le dimanche, vous arrivez à calculer les kilomètres que vous faites? Non, je ne fais pas plus de 200 km dans une journée. Du coup, ça doit être le pétrole qui doit coûter cher.
Voilà, Du coup, ça revient à ce qu'on disait sur les gilets jaunes. tout à fait. Vous voyez l'augmentation du prix à la pompe, c'est quelque chose Oui, de... c'est quelque chose. Et moi, je vais vous faire rire. J'ai un de mes fils qui commence à travailler, juste mon fils aîné. L'autre jour, il me tournait autour et il me dit tu n'auras pas ta carte bleue pour que j'aille faire de l'essence. Vous ne l'avez pas donné, j'espère. C'est très cher. L'essence est très chère pour tous les gens qui travaillent. Et c'est ça la difficulté de ce mouvement citoyen. Ce sont des gens qui travaillent aujourd'hui. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus. En tout cas, même si je ne suis pas d'accord avec cette femme, elle a l'air d'être sincère et intègre dans sa démarche. Ça change de ceux qui font de la langue de bois à la télé. C'est Microspi qui vous dit ça. J'ai pas pris les cours. Vous n'avez pas pris de cours? J'ai pas pris de cours pour répondre à toutes vos questions. Donc je réponds en fonction, selon mon tempérament. Bah, très bien, tant mieux, c'est exactement ce qu'on vous demande, il n'y a aucun souci. Merci en tout cas à tous, vous êtes vraiment nombreux. Je connais rien en politique, mais c'est cool de pouvoir poser des questions à un sénateur. Et bah, bienvenue à toi Sarda, c'est exactement le principe de cette émission. Et en plus d'un sénateur, aujourd'hui nous avons donc une sénatrice, Annick Billon, vous êtes la présidente de la délégation des droits des femmes au Sénat. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce rôle qui est le vôtre au Sénat, ça consiste en quoi? Alors d'abord, au Sénat, vous avez des commissions. Ouais. Des commissions permanentes, et vous avez des délégations. Délégations donc, qui n'ont pas l'obligation de suivre le programme législatif. C'est-à-dire qu'on s'empare de sujets en fonction des sujets qu'on a envie de traiter. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient aussi parfois. Donc la délégation aux droits des femmes, c'est un ensemble de sénateurs et sénatrices qui ont souhaité siéger dans cette délégation, et des hommes et des femmes, bien entendu, parce que c'est toujours mieux quand ce sont les hommes qui portent des sujets pour les femmes aussi, je trouve. C'est vrai, vous voyez une différence Non, mais c'est déjà mieux perçu par la totalité des citoyens, et il y a une meilleure écoute, et j'attache vraiment beaucoup d'importance à ce qu'il y ait des hommes et qu'on les entende dans cette délégation. Pour vous... Donc la non-mixité militante, c'est pas votre truc? Non. Ok. Donc voilà, on continue du coup sur cette délégation des droits des femmes. Cette délégation, il y a des hommes et des femmes. Dans le Sénat, il y a environ 30%, dans l'hémicycle, 30% de femmes. Dans la délégation aux droits des femmes, on a 30% d'hommes, donc c'est inversement proportionnel. Et on s'empare de sujets. L'année dernière, par exemple, on a travaillé sur le projet de loi de violence. Ça a été 8 mois de travail, près de 60 auditions, et donc des propositions que nous faisons et que nous portons après quand des textes arrivent. Ça a été un travail sur les agricultrices également, l'égalité dans les territoires, un sujet qu'on avait proposé en délégation lorsque Chantal Joanneau était la présidente de cette délégation. Un sujet tout à fait pertinent, puisque j'ai dû aller présenter ce dossier, ce rapport et les propositions que nous faisions à l'ONU l'année dernière, puisque c'était le thème d'ONU Femmes, les femmes dans l'agriculture, l'égalité dans les territoires. D'accord. Vous avez aussi rendu un rapport récemment sur les femmes et la santé, sur les enjeux d'aujourd'hui. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, C'était excusez-moi. en 2014, je crois. C'était en 2014, vous veniez d'être élue sénatrice, excusez-moi, alors du coup je me suis planté dans mes fiches. Alors on a fait plusieurs rapports récemment, mais je ne vous mets pas à l'amende, hein, rassurez-vous. Non. On a fait un rapport sur la parité, notamment avec la révision constitutionnelle. Alors du coup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure vous avez été élue au tout début, en tout cas, adjointe au maire grâce à la loi sur la parité. Et il y a Paul sur Twitter qui vous demande ce que vous pensez de la parité forcée. Est-ce que ça fait pas un peu, on est obligé de prendre des femmes pour rentrer dans les statistiques? Alors, je ne suis pas une hystérique de la parité. Par contre, je sais qu'il faut un minimum de contraintes pour arriver à inverser la tendance. C'est-à-dire que quand, en 2014 et dans les années qui suivent, on essaye de faire une liste municipale, on va chercher des femmes, elles disent j'en parle chez moi, en famille, oui, ok. Et quand elles reviennent, elles disent ben non, peut-être pas moi, mais mon mari sera intéressé. Donc aujourd'hui, la contrainte, et on l'a vu avec moi, jamais je n'aurais été élue sans la loi sur la parité. Le maire ne serait jamais venu me chercher. Il me connaissait peu. Je venais d'arrêter de travailler après 10 ans d'activité. Donc aujourd'hui, il faut un minimum de contraintes. Mais je suis d'accord avec lui, trop de contraintes ne seront pas applicables. Et c'est-à-dire que les femmes qui rentrent en politique dans les communes avec la parité, par exemple, chargent aussi à elles de se former, d'acquérir des compétences pour pouvoir après porter leurs convictions dans d'autres assemblées que sont les intercommunalités, que sont les syndicats de traitement de déchets, que sont les syndicats d'électrification par exemple, que sont les syndicats Vendéo, que sont le conseil régional, le conseil départemental. Donc une fois qu'elles sont élues dans un conseil municipal, elles ont normalement
c'est la loi, et il y a des instances pour ça, accès à des formations. Lorsque je suis arrivée en 2000 et à la compétence de l'urbanisme, ce qui n'était pas forcément mon domaine de compétence, j'ai eu la possibilité de me former grâce à la Maison des communes, voilà, où il y a toutes les communes qui siègent, grâce à des fonds de formation qui existent pour pouvoir acquérir ces compétences. D'accord. Et après, elles montent normalement grâce à leurs compétences si elles ont envie d'aller vers d'autres fonctions. D'accord. Il y a Constant Marie sur Twitter qui vous demande si le genre existe en politique. Est-ce que le genre existe en politique? Est-ce que les électeurs choisissent en faisant abstraction du sexe, féminin ou masculin? Je ne sais pas. Je pense vraiment que tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne sais plus, un tweet, elle a l'air naturelle, voilà. Je pense que les femmes gagneront à faire de la politique en restant elles-mêmes et en faisant de la politique différemment peut-être que la politique qu'on a eue pendant ces dizaines d'années précédentes où on a un discours politique qui n'est plus entendu par les citoyens, et c'est le mouvement, on revient aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que les réponses ou les non-réponses finalement, les Français n'en veulent plus, ils ont l'impression d'être baladés, donc parlons franchement, quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas, et c'est quand même plus facile à entendre de la part des citoyens que de tourner autour et de ne pas donner véritablement de réponse. D'accord, très bien. À propos de l'égalité entre les femmes et les hommes, à propos de la parité, il y a quand même eu un mouvement aussi ce week-end. C'était la manifestation Nous Toutes à Paris qui a rassemblé plus de manifestantes et de manifestants que les Gilets jaunes qui au même moment étaient sur les Champs-Élysées. Et pourtant le traitement médiatique était très différent, on les a beaucoup moins vus. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut qu'on commence à balancer des pavés pour faire entendre la voix des femmes ? Non, je ne crois pas. Le mouvement Gilets jaunes a été quand même un mouvement violent sur Paris. Il y a eu quand même beaucoup de dégradations, beaucoup de casses. Donc, je n'ai pas entendu qu'il y avait ce même type de conséquences du mouvement des femmes et de protestations samedi. Donc, je ne pense pas que c'est un effet quelconque. Et du coup, on en a moins entendu parler, c'est ça ce que je veux dire. On en a moins entendu parler, oui, forcément. L'actualité, c'était quand même ce qui se passait sur les Champs-Élysées et qui était extrêmement triste à voir, avec toute cette casse. Mais l'actualité, c'était pas aussi les femmes qui manifestaient place de la République pour réclamer l'égalité? Bien sûr, c'était l'actualité, mais c'est l'actualité depuis déjà un an. Je pense qu'on a la parole des femmes s'est libérée. On a eu ce projet de loi de violence et vraiment aujourd'hui, les femmes sont mieux écoutées, plus entendues sur ces sujets-là, mais il reste beaucoup de choses à faire et je trouve cette manifestation, elle est très mal tombée, clairement. Voilà, c'est un hasard. Elle était prévue avant les Gilets jaunes. Hasard du calendrier, elle est très mal tombée. Elle aurait eu un écho nettement supérieur, bien entendu, s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements de violence dans les manifestations des Gilets jaunes, dans certains endroits uniquement. D'accord. Il y a Sidecut qui vous demande ce que vous pensez de la mixité sociale. On revient sur la parité. C'est intéressant de voir que quand on force un peu les choses, on permet aux femmes de prendre de la place en politique. Il y a un seul ouvrier au Sénat pour plus de 20% d'ouvriers pour la population, d'après Sidecut. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi forcer un peu la parité côté social plus que côté je crois qu'il y a aujourd'hui le sujet de l'égalité, c'est un sujet de société. Il faut que les femmes et les hommes aient la même place dans l'espace public. C'est le cas au travail, c'est le cas dans toutes les institutions et c'est le cas aussi au Sénat, bien entendu. D'accord. Sur la question de la parité, on peut en parler aussi dans le monde du travail. C'est Aileen qui vous a demandé ça sur Twitter. Y a-t-il d'autres moyens que la loi pour obtenir une meilleure parité dans les conseils d'administration des entreprises et dans les postes de direction en général? Mais il faut que les femmes aussi se dirigent vers des secteurs scientifiques, des études scientifiques. Il ne faut pas qu'elles se mettent de barrières. On le voit en bac scientifique. Vous avez une majorité de jeunes filles qui sont en bac scientifique. On ne les retrouve pas dans les écoles ensuite d'ingénieurs, par exemple. J'ai une fille, elle était en bac scientifique, elle était aussi bonne en littéraire. C'est le grand regret de tous ces professeurs qu'elle n'ait pas choisi la filière littéraire. Elle voulait aller vers le scientifique. Les profs lui disaient d'aller vers le littéraire. Donc aujourd'hui, il faut pousser ces femmes et laisser les femmes qui ont envie d'aller vers ces métiers scientifiques, ces métiers d'informatique, il faut les laisser y aller et leur donner leur chance et leur dire qu'elles en sont tout à fait capables. Et donc du coup, c'est une question d'orientation, C'est une question d'orientation. Je pense qu'aujourd'hui, l'orientation est quand même un peu
stéréotypée. Du coup, Nibal vous demande, est-ce que ce sont les femmes qui se mettent des barrières elles-mêmes ou est-ce que c'est la société qui les dirige vers d'autres filières plus féminines? Les femmes se mettent des barrières, je crois, vraiment aussi. Mais elles se mettent des barrières, mais pas que. Je pense que pas que. Parce que je suis qui vous dit, on les retrouve en majorité en médecine ou en droit, celles qui font Est et pas prépa ingé, filière noble aussi. C'est aussi noble de faire du droit ou des études de médecine que les écoles d'ingé. Mais pour autant, on ne les retrouve pas forcément à des postes de direction. Alors c'est le problème aussi de la médecine aujourd'hui. Une majorité de femmes s'orientent vers la médecine avec la manière d'exercer qui n'est plus la même qu'auparavant et des temps de travail qui sont différents avec donc des spécialités où vous vous trouvez avec des femmes qui exercent, et c'est un choix, de ne pas travailler le mercredi, pour s'occuper de leurs enfants, de prendre les vacances scolaires. Donc il y a un sujet là-dessus aussi, tout à fait. Mais c'est plutôt tant mieux, si les professions de santé évoluent grâce à la féminisation, sans doute. Il y a Marie sur Twitter qui voulait parler de MeToo et qui vous demande, est-ce que vous voyez des choses qui changent dans l'attitude des hommes en politique, en bien ou en mal, depuis les événements MeToo et Balance ton porc? Alors écoutez, moi j'ai jamais eu un quelconque problème avec les hommes en politique. J'ai été élue dans une commune de 13 000 habitants, j'ai siégé dans d'autres instances, je ne me suis jamais sentie en difficulté parce que femme. Après, je peux entendre qu'il y ait eu des femmes qui aient eu des problèmes, mais pour ma part, je n'ai jamais eu de difficulté à m'intégrer dans des assemblées plutôt masculines. D'accord, donc il n'y a pas forcément d'évolution ces derniers temps, depuis MeToo, depuis Balance ton porc, vous n'avez pas noté... Il n'y a pas une ambiance qui a changé un peu? L'ambiance, elle a changé, je crois. Moi, je pense qu'il faut qu'elle change, surtout au niveau de l'éducation. Où les femmes auront leur place dans la société, lorsque les enfants seront éduqués dès le plus jeune âge, sans stéréotypes, et avec le respect des uns et des autres. C'est un véritable problème de société. Et pour les personnes un peu plus âgées, il y a aussi un travail d'éducation à faire peut-être, quand on voit Alain Delon qui dit « je suis machiste ». Oui, il y a eu des femmes aussi qui ont dit qu'elles trouvaient que c'était bien de se faire draguer, donc... D'accord. Mais pour vous, l'important, c'est l'éducation, c'est agir sur l'éducation. Vraiment. D'accord. Et du coup, à propos d'éducation, Baptiste sur Twitter qui vous demandait, et en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, est-ce que vous saluez l'action de la ministre Marlène Schiappa? Je pense qu'elle a fait un travail important puisqu'elle a porté l'égalité homme-femme au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il y a eu le projet de loi sur les violences avec l'allongement du délai de prescription. Il y a eu les règles numériques qui ont été identifiées comme étant condamnables. Donc aujourd'hui, il y a eu du changement, la loi a changé, elle a fait bouger les choses. Seulement, avec le mouvement MeToo, avec cette libération de la parole, de plus en plus de femmes parlent, de plus en plus de demandes sont faites, et moi je le constate régulièrement dans les territoires, dans mon département, avec l'association, le CIDFF Vendée notamment, avec SOS Femmes Vendée, où la parole se libérant, de plus en plus de femmes ont besoin d'avoir un accompagnement pour suivre des actions en justice, pour se reconstruire, pour être accueillis, pour se loger. Or, les moyens n'ont pas, même s'ils sont à l'identique, n'ont pas augmenté. Donc, il faut véritablement donner des moyens pérennes à toutes ces associations qui ont un travail supplémentaire avec cette libération de la parole. Et dans les départements, dans les territoires, on a beaucoup d'inégalités parce que souvent, ces associations, elles sont subventionnées par l'État qui dit, et qui le fait probablement, qui maintient ces subventions, mais elles sont aussi subventionnées et elles dépendent des subventions de collectivités, d'autres organismes. Donc il faut que ces associations puissent avoir des budgets pérennes dans le temps pour pouvoir recruter des juristes sur la durée et ne pas être tous les ans suspendus au bon vouloir de subventions accordées ou non accordées. Et ça, vous en avez parlé avec Marlène Schiappa? C'est quelque chose que vous défendez, sur lequel vous allez proposer des amendements peut-être? Je l'ai questionné déjà en question orale au Sénat. Je l'ai interpellé par question écrite également. Bon, c'est vrai que la réponse est souvent les moyens sont constants,
Donc, l'État poursuit ses engagements. Sauf qu'à moyens constants, on ne peut pas répondre à une demande supérieure. Donc, il faut plus de moyens dans les territoires et des moyens qui soient pérennes. Et actuellement, est-ce que le gouvernement prend ce chemin-là, selon vous ? Je ne suis pas persuadée, mais je pense qu'il faut mieux le demander aux associations, parce que les associations que j'ai vues, notamment le CIDFF Vendée, me disaient être obligées de réduire le nombre de permanences dans les villes qu'elles couvraient auparavant, et également de supprimer un poste qui était auparavant dans l'association. Le CIDFF, c'est le Centre d'information droits des femmes, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, très bien. C'est quoi leurs actions sur le terrain précisément ? C'est la prévention, l'information, la prévention, le conseil, beaucoup de conseils juridiques et SOS Femmes Vendée. C'est l'hébergement d'urgence notamment. D'accord. On revient sur la question de la parité en politique. Donc il y a effectivement une loi qui impose aux partis politiques de présenter autant d'hommes que de femmes, sinon ils sont soumis à des amendes. Et les partis politiques sont nombreux à payer des amendes chaque année pour ça. Mais il y a un site d'investigation Médiacité qui a révélé dans une enquête que l'UDI avait présenté des candidates fantômes aux élections législatives dernièrement pour ne pas avoir à payer les amendes. Alors, la difficulté aujourd'hui, il y a une contrainte, la loi, et bien souvent, on préfère mettre des femmes sur des... Je ne parle pas de l'UDI parce que c'est une affaire, mais on préfère parfois, dans les grands partis politiques, donner des circonscriptions qui ne sont pas gagnables à des femmes et mettre les hommes sur des circonscriptions gagnables. Il y a d'autres problèmes, c'est que souvent les partis politiques préfèrent parfois payer l'amende que de mettre des femmes. Donc, là, en l'occurrence, apparemment, l'UDI aurait préféré présenter faussement des femmes pour ne même pas payer l'amende. C'était même pas des circonscriptions pas gagnables, c'est des circonscriptions dans lesquelles les femmes en question n'ont pas fait de... Pas. Vous ne voulez pas commenter cette affaire ? Non, parce que je la connais pas véritablement dans le détail. Mais c'est pas du tout pour m'abriter derrière quoi que ce soit. Je ne la connais pas dans le détail, donc je préfère pas la commenter. Bon, je vous donnerai l'article, si vous voulez, du site Médiacité. Nibal, qui vous a demandé tout à l'heure sur le chat, comment est-ce qu'on sort des sujets réservés aux femmes quand on est une femme en politique, l'action sociale, l'enfance, vous savez, ces sujets... Vous, tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'en étant adjointe, vous vous êtes occupée de l'urbanisme. Alors, on sort de ces sujets déjà en allant porter ces sujets. Donc moi, lorsque me suis investie dans la politique locale, on m'a proposé l'urbanisme. Bon, j'ai dit que je n'y connaissais rien, pas plus que... Mais bon, que j'avais un cursus d'études qui peut-être me permettait de me former et d'acquérir ces compétences. C'est le cas. Donc aujourd'hui, les femmes ne sont pas obligées d'être... imaginez qu'elles ont des compétences naturelles pour les affaires sociales, la culture ou la vieillesse. C'est extrêmement réducteur pour les femmes, puisque au Sénat, la voisine avec laquelle j'étais tout à l'heure en réunion dirigeait un cabinet de maîtrise d'œuvre, et donc il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes qui ont des compétences beaucoup plus élargies. On ne doit pas cantonner les femmes uniquement dans des missions maternelles stéréotypées. Et comment on fait pour lutter contre ça alors ? Eh bien, lorsqu'on vous propose un poste d'adjoint à l'urbanisme, vous l'acceptez et vous faites le travail. Mais encore faut-il qu'on vous le propose. Eh bien, parfois, on se met des barrières, je vous disais. Certaines femmes se mettent des barrières aussi. Donc, non, ne pas se mettre de barrières et se dire pourquoi ne pas y aller. On s'approche de la fin de cette émission, il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser à Annick Billon, avec qui on discute depuis 50 minutes, surtout n'hésitez pas, on a abordé plein de sujets sur les gilets jaunes, sur les droits des femmes. Je rappelle qu'Annick Billon est présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, donc surtout n'hésitez pas. Il y a Crosby qui vous repose sa question, les femmes sont 51,4% en France. Si la démocratie était vraiment respectée en comptant les hommes qui soutiennent leur cause, elles auraient obtenu gain de cause depuis longtemps. Comment expliquer ce décalage entre la volonté de la majorité de la population et les lois votées ? Parce que les lois ont été souvent votées par des hommes. Donc aujourd'hui, il n'est plus acceptable de se dire que les lois sont votées par les hommes, alors que plus de la moitié de la population, ce sont des femmes. Donc il faut absolument que les femmes prennent leur place dans les instances politiques, économiques et ailleurs. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux femmes, aux jeunes filles qui nous regardent ? Il y a des élections bientôt, municipales, européennes. Engagez-vous,
Engagez-vous, je pense que ce serait le terme. On parle beaucoup des maires qui, compte tenu de la charge et de la difficulté de ce mandat avec la loi NOTRe notamment, imaginent ne pas se représenter. Mais écoutez, mesdames, allez-y, engagez-vous parce que ce sont des expériences riches. C'est énormément de temps, mais lorsqu'on s'engage, on embarque aussi sa famille avec tout ce que ça comprend, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les gens. Et ça, c'est vraiment passionnant. Il y a un ingénieur qui vous demande quel est votre parcours scolaire. Ah, très bien. Vous avez fait quoi comme études? Il veut savoir si j'ai une mention au bac ou... Non, mais déjà, vous avez fait quoi comme bac Alors, j'ai fait un bac économique, c'était la catastrophe de mes parents d'ailleurs, puisqu'il n'y Pourquoi avait que le bac scientifique à l'époque qui... voilà, donc j'ai eu un bac économique avec une petite mention assez bien. Je me suis orientée vers un BTS Action Commerciale et ensuite j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à l'Institut de gestion de Rennes, l'IAE de Rennes. Et j'ai commencé à travailler. Mon premier poste a été chez Kodak pendant 10 ans. Voilà. J'ai eu des meilleures notes à partir de l'enseignement supérieur. Je travaillais de manière plus efficace, on va dire, qu'au lycée et au collège. Vous n'étiez pas une bonne élève? J'étais pas forcément une très bonne élève. J'étais pas forcément extrêmement studieuse. D'accord. J'allais à l'essentiel. Et apparemment, l'ingénieur, il veut absolument savoir votre avis sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez un avis sur Nathalie Kosciusko-Morizet? Je n'ai pas d'avis sur Nathalie Kosciusko-Morizet et je pense qu'elle fait son travail avec son tempérament, son caractère, et c'est une femme. Marmoud qui vous demande si sénateur c'est un beau métier. Alors c'est pas un métier déjà parce que c'est un mandat, c'est un mandat et c'est quelque chose de passionnant et d'épuisant à la fois, il faut le dire. Donc, pour faire sourire vos internautes, lorsqu'on m'a sollicité pour être sénatrice, j'ai évidemment consulté ma famille, puisque je m'étais arrêtée de travailler pour être un peu plus chez moi le soir, puisque je partais pour la semaine. Et mes enfants, qui étaient alors âgés de 14 à une vingtaine d'années, m'ont dit « Non, tu ne vas pas faire ça, c'est vraiment un truc pour les gros et les vieux ». Donc non, ce n'est pas un métier, c'est un mandat très prenant, passionnant, avec beaucoup de sénateurs qui travaillent et qui mettent tout leur cœur. Et vraiment, j'engage les internautes à aller sur le site du Sénat et voyez les travaux du Sénat qui sont effectués, parce qu'on fait un travail de précision. Et souvent, lorsque la loi arrive au Sénat et qu'elle arrive de l'Assemblée nationale, vous avez des administrateurs au Sénat qui sont des salariés, qui sont sur des sujets avec de grandes compétences, et on réussit à faire des propositions souvent assez intéressantes et qui améliorent et qui bonifient la loi. Sur l'image du Sénat, il y a The Rock qui parle des gros et des vieux. C'est un peu la mauvaise image qu'on a des sénateurs. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose... Alors déjà, Annick Billon, aujourd'hui. Mais en plus, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Il y a aussi eu une vague de renouvellement récemment du Sénat. Il y a une vague de renouvellement. Nous n'avons pas une moyenne d'âge plus élevée qu'à l'Assemblée nationale. Donc, vous avez des gens qui travaillent, des gens qui sont jeunes. Et, donc, le cliché du vieux sénateur notable de province bedonnant? Non. C'est plus ça. Et puis avec le rythme que nous avons, je pense que le bedonnant va être de plus en plus difficile. D'accord. Merci en tout cas pour les questions que vous posez. Continuez, on est vraiment là pour répondre à vos questions sur l'actualité. On avait Loustic tout à l'heure sur le chat qui vous a posé une question sur le Brexit. Madame la sénatrice, quelles peuvent être les conséquences s'il n'y avait pas d'accord avec le Brexit? Faut-il que les lignes maritimes passent au large du port français comme Brest ou Roscoff par exemple, au départ des ports de Benelux? Attends, j'ai pas compris ta question, excusez-moi. Le sujet du Brexit est un sujet important, majeur, et ça aura prouvé une chose, c'est que l'Europe est essentielle. Et l'Europe, ça fait partie des valeurs essentielles de l'UDI. Donc aujourd'hui, on le voit avec l'Irlande notamment, l'Europe, elle a été créée pour la paix, donc on voit où mène le Brexit aujourd'hui. Il y a un vrai risque, notamment sur les routes maritimes, mais également sur la pêche. Je souhaite véritablement que le gouvernement français fasse entendre la position de la France pour préserver les zones de pêche maritime, notamment pour les pêcheurs français. C'est un sujet grave, important, et à travers ce Brexit, parce que je reste persuadée que si le référendum pour ou contre la sortie qui avait fait l'objet d'une consultation avait lieu aujourd'hui, une majorité des Anglais répondraient non à la sortie de l'Europe. Donc aujourd'hui, il faut vraiment
dire, et c'est à nous Vous les êtes pour un politiques. nouveau référendum? Non, je n'ai pas à me mêler de l'histoire, enfin D'accord. de la politique britannique. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il faut préserver l'Europe. L'Europe, c'est une garantie pour la paix. Par contre, nous, les politiques, nous avons une responsabilité pour arrêter de reporter sur l'Europe tout ce qui ne marche pas en France. Tout ce qui ne marche pas en France, c'est la responsabilité des politiques en France. On ne peut pas systématiquement pointer du doigt l'Europe dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en France. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez, y compris au Sénat, chez certains de vos collègues, peut-être, sans les nommer? On a eu tendance à souvent. C'est la faute à trouver l'Europe quand ça va pas, et c'est voilà. grâce au gouvernement quand ça Donc, va, en fait. Il faut que l'Europe se préoccupe des sujets régaliens, la sécurité, l'économie. Enfin, un problème sur les migrants, parce que lorsque les migrants ils arrivent par l'Italie ou par un autre pays, ce n'est pas que le problème de l'Italie, c'est le problème de l'Europe. Il faut qu'on trouve des solutions aux travailleurs détachés, et ça, c'est les sujets dont doit se préoccuper l'Europe, et pas de savoir si le fromage au lait cru correspond à des normes européennes ou pas. Il faut se concentrer sur les vrais sujets qui méritent pour protéger les Français et les Européens. Et si on demandait à la France si elle veut rester dans l'Europe, est-ce qu'elle refuserait comme en 2005? Alors le problème de cette question, c'est que bien souvent lorsque on pose une question, par exemple dans une consultation ou un référendum, les gens ne répondent pas forcément à la question. Ils répondent par rapport à l'actualité du moment. Vous voulez dire qu'en 2005, les gens ont voté contre Chirac et pas sur la question qui leur a été posée? C'est ça que vous voulez dire? C'est possible. Donc moi, ce que je souhaite pour 2019, il va y avoir des élections européennes. Je ne voudrais absolument pas que ce soit le match retour de la présidentielle. Il faut vraiment que les citoyens votent pour l'Europe et non pas contre ou pour le président Emmanuel Macron. Pourquoi aucun politique ne respecte les référendums quand ils ne vont pas dans leur sens? 36 qui vous demande ça. Alors, je n'ai pas ce sentiment, mais bon, probablement cette remarque est inspirée par... Que pensez-vous de Marine Le Pen comme femme présidente? Au secours. Au secours? Au secours. Enfin, juste, non. Moi, Pourquoi? Aujourd'hui, il y a véritablement une tendance à aller vers les extrêmes. La proposition que faisait Marine Le Pen, c'était quand même de supprimer l'euro, de faire marcher la planche à billets. Donc non, moi je suis contre les extrêmes, quelles qu'elles soient, et je suis contre Marine Le Pen. Je ne souhaite absolument pas que la France se referme sur elle-même et qu'elle mène une politique d'extrême populiste. D'accord. Je regarde un peu vos questions, c'est le moment d'en poser si vous en avez des dernières. Que pensez-vous de l'absence de députés lors du vote des lois? Ah, sur l'absentéisme des parlementaires. Alors, l'absentéisme, c'est une question difficile parce que... Parce que vous, à l'heure qu'il est, là, vous n'êtes pas dans l'hémicycle. Je ne suis pas dans l'hémicycle, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que pour autant vous êtes absente? Non, parce que vous avez des présences obligatoires qui sont les commissions, les questions d'actualité et les votes, les votes pour le Sénat. Donc nous devons une présence obligatoire. Je voudrais aussi que les internautes y comprennent. Lorsque vous êtes rapporteur sur un texte, par exemple, vous devez mener des auditions. Moi, j'ai été rapporteur sur un texte qui aurait pu passionner et faire l'objet de discussions intéressantes. C'était sur les écoles privées hors contrat. Lorsque j'étais rapporteur, il a bien entendu fallu que j'aille dans les territoires rencontrer les personnes qui pouvaient alimenter la proposition que j'allais faire. J'ai mené un certain nombre d'auditions au Sénat. Bien entendu, ces auditions, elles ne se passent pas la nuit. Je n'invite pas les gens à venir me rencontrer à 1h du matin, à 2h du matin. Donc ces auditions, elles peuvent se passer pendant le débat parlementaire. Nous avons, comme dans une commune, des commissions. J'appartiens à la commission culture, éducation, communication. Je serai, bien entendu, dans l'hémicycle lorsque le projet de loi de finances parlera des sujets qui concernent ma commission. Nous appartenons à des groupes politiques. Chaque mardi matin, nous avons une réunion de notre groupe politique, tous les partis du Sénat. Et dans ces réunions de groupe, le travail est dispatché entre les différents sénateurs en fonction de leurs compétences, de leur appartenance aux différentes commissions. Donc oui, en ce moment, le Sénat siège
oui, en ce moment, je n'y suis pas et j'ai répondu à votre invitation. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Annick Billon. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Très bien, merci. J'étais content qu'on puisse. Bien installé. Écoutez, tant mieux. J'étais content qu'on puisse passer 1 heure à discuter avec vous, à parler de beaucoup de sujets d'actualité, mais aussi des sujets de fond, notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci encore, Annick Billon. Merci à vous, d'être passé. Merci beaucoup à Maëva et à Aymeric de Gaming pour la réalisation. Merci à Perceval qui m'a aidé à collecter vos questions. La semaine prochaine, ce sera Hugo qui recevra le sénateur socialiste David Assouline. Très bien. Vous avez une question à lui poser, David Assouline ? Pourrait-il réduire ses interventions en réunion de la commission culture? En général, il est très long, mais il est toujours intéressant. Eh ben, c'est une question qu'on posera à votre collègue David Assouline. Merci beaucoup. Demain en direct sur Acropolis à 14h30, c'est Party Time. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que cette émission qui est faite en partenariat entre Acropolis et Public Sénat à retrouver sur publicsénat.fr ainsi que sur leur Facebook, leur Twitter et leur chaîne YouTube. À très bientôt. Salut à tous. Ciao. Au revoir.